Ok, donc si vous voulez bien vous recentrer un peu, sinon on fait open bar. Hein. Non, je suis sûr que ce sont des discussions très utiles que vous avez, donc il n'y a pas de problème. Ok, on se concentre sur la respiration pendant quelques minutes, en essayant de focaliser toute notre attention sur le souffle et rien d'autre que le souffle. C'est-à-dire en laissant passer toutes les pensées qui peuvent intervenir et qui menacent de nous entraîner dans leur sillage. Donc on essaie de générer cet état paisible qui est proche de la nature de l'esprit. On va juste faire une petite méditation maintenant sur l'une des perturbations mentales. On va prendre l'attachement. On va essayer d'abord de s'intérioriser, de regarder dans notre esprit comment cette perturbation se manifeste dans notre vie. Comment est-ce qu'elle apparaît? C'est-à-dire, quelles sont les personnes ou les choses auxquelles on se sentait très attaché dans le passé, ou les personnes ou les objets auxquels on est encore très attaché en ce moment. Donc on essaie de visualiser ces objets ou ces personnes pour lesquelles on éprouve de l'attachement. Et on regarde comment est-ce qu'on ressent cette perturbation mentale dans notre esprit et dans notre corps aussi. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que notre esprit est heureux? Est-ce qu'il est en paix lorsqu'il est attaché à quelque chose? On peut aussi essayer de regarder quel type de choses on fait ou quel type de paroles on prononce lorsque l'attachement a le dessus sur nous. Comment est-ce qu'on se comporte? Est-ce qu'on est confortable? Est-ce qu'on sent de l'agitation? Est-ce qu'on sent du plaisir?
Maintenant, on va essayer justement d'appliquer des antidotes à l'attachement. Par rapport aux objets d'attachement, donc on peut penser que cet objet ne durera pas toujours. En fait, l'objet ne dure jamais. Tout ce que fait l'attachement, c'est d'entretenir un esprit insatisfait, qui n'est jamais vraiment heureux. On regarde aussi que cet objet est incertain, parce qu'il n'a pas la capacité de vraiment satisfaire notre désir. Il ne pourra jamais satisfaire notre désir de manière permanente. Regardez aussi comment l'attachement peut entraîner l'apparition d'autres esprits, d'autres facteurs mentaux négatifs, comme la jalousie, la possessivité, la colère, ou un sentiment d'insécurité, de déception, et bien d'autres malaises. Regardez aussi comment l'attachement exagère l'importance de l'objet. Et qu'en nous focalisant constamment sur cet objet, il nous maintient dans le samsara. Il nous distrait. Il nous empêche d'atteindre des réalisations. Donc il n'y a pas lieu de s'attacher à cet objet, puisque de toute façon, il est impermanent. Il est voué à l'impermanence, il est voué à la cessation, et nous aussi. Cette cessation, la mort par exemple, se produira immanquablement et nous séparera tôt ou tard de cette personne ou de cet objet. Et pour finir, la méditation radicale, l'antidote radical, c'est de méditer sur la vacuité de cet objet. On peut voir que cet objet n'a pas d'essence. Si on cherche cette essence, on ne trouve rien. On ne trouve que du vide. Et là, on peut se demander à quoi est-ce qu'on est attaché au fond ? Puisqu'il n'y a rien de concret, il n'y a rien de substantiel, il n'y a rien de vraiment existant en soi. Donc on est attaché à une idée, à des pensées, à des concepts, à des fabrications mentales. Et on est attaché finalement à l'attachement lui-même. Donc en ressentant combien notre esprit peut être trompé par des objets, par la saisie qu'il a
de ces objets, de leur existence véritable. On essaie de faire naître en soi la force de renoncer à projeter sur des objets des qualités qu'ils n'ont pas, et essayer de voir la réalité des choses. Bien, donc on va continuer. Et pour continuer, on va regarder la roue de la vie donc, que je vous ai donnée, le petit diagramme, le petit schéma. Mais je vais mettre aussi sur le... Je vais le projeter aussi pour les gens sur Zoom. Alors, ça va être ça. Partager. Oula. Comment je fais pour baisser l'image sur... Je suis haut, hein. Comment? Je suis en plein écran, là, oui. Tu veux que je me mette en... Ah ben voilà. Merci. Donc, sur cette roue de la vie que je vous ai donnée, il y a un cercle, le cercle le plus large, hein, où il y a ce qu'on appelle les 12 facteurs de la production interdépendante. Donc, la méditation, c'est une méditation à part entière, donc, qui nous montre comment notre esprit, comment on crée le samsara, en fait. Hein, comment on fabrique le samsara. Donc, cette roue de la vie, donc elle se compose de 12 maillons qui sont... donc au centre, hein, on l'a fait, il y a les animaux, les poisons, il y a, ensuite autour, il y a les six royaumes, les six mondes, et donc le cercle le plus grand cercle, il y a les 12 liens. Donc 12 liens de la production interdépendante, donc, qui montrent qu'en fait ces liens sont interdépendants. Hein, ils n'existent pas en eux-mêmes, ils sont aussi liés les uns aux autres. Donc le premier lien donc, qui conditionne notre existence dans le samsara, c'est l'ignorance. Hein, l'ignorance, donc, qui est représentée ici par un aveugle qui s'appuie sur un bâton pour montrer qu'elle est faible, en fait. Hein. C'est le maillon faible, on pourrait dire, des 12 liens. C'est peut-être pas forcément le même sur le schéma. Hein. C'est pas toujours représenté de la même façon. Donc l'ignorance est représentée comme une femme, ou un aveugle en tout cas, qui ne voit pas où elle va, hein, et qui n'appréhende pas les choses telles qu'elle devrait les appréhender, telles qu'elles sont. Cette personne est faible, elle est vieille parce que depuis des temps sans commencement, on entretient cette ignorance, et elle est faible. Hein. Pourquoi elle est faible? Parce qu'en fait, cette ignorance n'est pas fondée sur une perception juste, sur une perception valide. C'est une perception déformée. Donc, et pourquoi elle est faible encore? Pourquoi c'est un maillon faible? Parce qu'il suffit, pour la faire disparaître, que l'on voit clairement la réalité. À ce moment-là, elle disparaît totalement. Donc c'est simplement une perception erronée de la réalité. Elle est aveugle, mais parce que la réalité n'est pas vue. À partir du moment où la réalité est vue, il n'y a plus d'ignorance. Donc c'est le premier maillon. C'est une confusion qui concerne donc plusieurs choses, soit la relation entre la cause et l'effet, la confusion mais d'une façon plus vaste, la confusion sur la réalité des choses, sur la nature véritable des phénomènes. Donc c'est le premier maillon de la... Et c'est ça qu'il va falloir faire disparaître. C'est ça qu'il va falloir éliminer.
Si on élimine ce maillon, on élimine tout le reste. Tous ceux qui vont suivre, qu'on va voir, ne tiennent plus. Donc c'est le maillon principal, et c'est des facteurs interdépendants, puisque justement, donc l'ignorance, elle conditionne les autres facteurs. Donc on va le faire dans un certain sens. Comment il y a une production en chaîne qui se crée entre tous ces maillons. Voilà, donc le deuxième... Pardon, qu'est-ce qu'elle disait ? Le maître a dit que la conscience qui conçoit les choses qui sont produites de causes et conditions comme existant ultimement est l'ignorance. Donc là, citation de Nagarjuna, qui est là. La conscience qui conçoit les choses qui sont produites de causes et conditions comme existant ultimement est l'ignorance. C'est-à-dire que pour nous, on considère que les choses existent ultimement, qu'elles ont une existence absolue, et on ne voit pas qu'elles sont le fait de causes et de conditions. C'est ça donc l'ignorance. Donc les 12 liens, les 11 autres, en sont issus. Donc le deuxième, c'est ce qu'on appelle les formations karmiques, ou plus largement le karma. Donc le karma, c'est représenté par... Et donc là, c'est ce qu'on avait vu ce matin, c'est avec le karma introducteur, qui nous introduit au samsara, ou qui nous propulse dans le samsara. Donc c'est un potier qui donne forme à un objet, qui va donner une forme à un objet, c'est-à-dire qu'une action va commencer une séquence. À partir de ce karma, il va y avoir une séquence qui se met en place et qui aura de nouvelles conséquences. Donc c'est à partir de là que tout se crée, en fait. À partir de l'ignorance, bien sûr. À cause de l'ignorance, on va créer des actions, et à cause de ces actions, tout le reste va suivre. La roue va tourner sans avoir besoin de faire de nouveaux efforts. En fait, c'est le seul effort qu'on a à faire. Et le seul effort, c'est la création d'un karma. Après, ça tourne tout seul. Donc l'action va créer un potentiel. Cette action karmique, cette formation karmique va créer un potentiel qui va se poursuivre sans effort jusqu'à ce qu'il porte son fruit. À partir du moment où le karma est créé, eh bien, tout le reste, tout le potentiel se poursuit sans effort jusqu'au fruit. Donc ça, c'est le deuxième lien, donc très important. Et il est fondé sur quoi ? Il est fondé sur l'ignorance. Donc cette formation karmique le troisième lien, c'est le lien de la conscience. Donc cette conscience, c'est le terreau, c'est le terrain sur lequel va s'imprimer le potentiel d'un karma. Le karma créé va s'imprimer dans la conscience. Donc ça, on va voir, c'est une conscience causale qui va porter cette empreinte. On va voir qu'elle se divise en deux, tout à l'heure. Donc on va la diviser en deux parties. Mais pour commencer, juste dire que c'est une conscience causale qui va porter cette empreinte jusqu'à son mûrissement. Jusqu'à ce que l'effet mûrisse. Donc là, on a la cause, et après, on aura l'effet. Et elle va mûrir quand ? Au moment de la conception, au moment de la naissance. Donc en fait, la conscience, elle est divisée en deux parties. Un aspect causal, où il y a la graine, et un aspect, on va dire, résultant, qui est un moment très bref, qui est le premier moment, en fait, de la vie suivante. Donc la conscience est ici représentée par un singe. Pourquoi un singe ? Parce que c'est un animal vif et assez astucieux, assez malin, on va dire, un peu comme les qualités justement de la conscience qui peuvent être... ça symbolise les qualités de la conscience, qui est très vive en fait, et qui saute partout aussi. La conscience reste, c'est difficile de la maintenir au même endroit. Elle a toujours tendance à, grâce à se concentrer sur différentes choses. Troisième lien, donc. Ensuite, quatrième lien, le nom et la forme. Donc, la conscience, donc après, donc à la naissance, donc, va donner naissance aux agrégats. C'est ça, le nom et la forme, ça fait référence aux agrégats. Donc, le nom
c'est les 4 agrégats mentaux, et la forme, c'est l'agrégat physique. Les 5 agrégats, je vous rappelle, il y a la forme, c'est-à-dire la forme de notre corps, et il y a 4 agrégats mentaux, qui sont donc les sensations, les perceptions, les discriminations et la conscience. Les consciences elles-mêmes. Donc, quand on parle du non, ici, ça fait référence aux 4 agrégats mentaux. Je vous les rappelle, sensation, discrimination, facteurs composés et conscience. Et la forme, c'est l'agrégat physique. Donc cet agrégat, ce lien, il va durer depuis le moment de la naissance. Il est très bref, en fait. Il est depuis le moment de la conception jusqu'à l'apparition du prochain lien, qui va être les 6 sources sensorielles. Donc à partir du moment de la conception jusqu'à l'apparition des consciences dans l'embryon. C'est le moment dans l'embryon. Donc ces 6, vous avez un bateau qui représente la forme. Et les personnes, normalement il y en a 4. Pas forcément. Donc les personnes représentent les 4 agrégats mentaux. Donc la forme, comme une barque, emmène les autres agrégats en voyage sur le lac de la vie, de cette vie. En tout cas. Donc la forme, le bateau, c'est notre corps physique. Et les personnes qui sont dedans, ce sont nos agrégats mentaux. Donc il dure juste du moment de la conception jusqu'au moment où se forment ce qu'on appelle les 6 sources, les 6 facultés sensorielles et mentales, c'est-à-dire l'œil, l'oreille, le nez, la langue, le corps, le mental. Donc quand on lit Sutra du cœur, c'est tout ça qu'on réfute. On réfute l'existence intrinsèque de tous ces éléments-là. Donc pour ces 6 facultés sensorielles, c'est avec ça que l'on connaît les 6 objets d'essence, avec les formes, les odeurs, les saveurs, le toucher, les formes physiques, etc. Donc il y a 6 consciences, et il y a 6 objets de ces consciences. C'est grâce à ces 6 consciences qu'on va pouvoir voir des formes, qu'on va connaître, qu'on va percevoir différentes formes ou différents objets qui correspondent exactement à chacune de ces consciences. Donc on les appelle les sources. Parfois vous allez voir les bases de la connaissance, parce que c'est avec ça qu'on connaît tout, qu'on connaît le monde. Ce sont les sources, en fait, d'où émergent toutes les consciences. Donc à partir de ce 5e lien, les 6 sources vont être complètement développées dans l'embryon, mais elles ne produisent pas encore de conscience. Elles sont représentées par une maison avec 6 fenêtres. 6 fenêtres. Les 5 fenêtres sensorielles, et la 6e, c'est la conscience mentale. Donc cette maison est vide. Les volets, on voit qu'elle est vide, c'est fermé, parce qu'elle attend ses occupants. Tout comme les 6 sources attendent le développement de leurs consciences respectives. Ce sont les sources. Les consciences ne sont pas encore là. Donc elles sont vides pour l'instant. Il va falloir que les consciences se mettent à l'intérieur. Donc ça, c'est les 6 sources. Ensuite, vous avez le contact, 6e lien interdépendant, facteur mental, qui opère la rencontre des objets, des organes sensoriels et des consciences. Donc là, les consciences y sont, dans le contact. Il y a trois facteurs, les objets, les organes sensoriels et les consciences. Donc en tout, ça fait combien ? Oui, 18, bravo.
18. 6. 3 fois 6. Hein, d'accord ? L'œil, l'oreille, le nez, la langue, le corps et le mental, ce sont les organes. Ensuite, les objets sensoriels qui sont avec ces organes, avec chacun d'eux. Et donc, c'est ce qu'on appelle donc les sources. Rencontre entre les objets, les organes, et c'est tout ça qui fait que justement ça fonctionne. Hein. Il faut qu'il y ait les objets, les organes sensoriels et les consciences. Avant ça, parce qu'il n'y a pas de connexion, les objets ne sont pas expérimentés. On ne fait pas l'expérience des objets, hein, s'il n'y a pas les organes et s'il n'y a pas les consciences. Donc ce lien va s'étendre sur toute une vie, hein, le lien du contact. Sans arrêt, nos consciences sensorielles sont en contact avec des objets. Parce qu'il y a les organes, il y a les objets et il y a les consciences. Donc, pour chacune, ça fait 18. Donc, sa fonction de ce contact, c'est de faire la distinction entre les objets attrayants, déplaisants ou neutres. Et ça désigne la rencontre entre les trois. Donc, et de là va venir le lien suivant qui va être la sensation. Donc c'est représenté par un couple enlacé. Et le lien suivant, donc c'est la sensation qui va naître et qui va être soit à partir du contact, va apparaître la sensation, soit une sensation agréable, soit une sensation désagréable, ou soit une sensation d'indifférence. Quelqu'un qui veut dire quelque chose? C'est clair? Ok. D'accord. Bon. Donc ça, c'est le lien 7, le lien de la sensation. Donc qu'est-ce que c'est la sensation ? C'est un facteur mental qui réagit, hein, à un objet sensoriel. Que le contact, donc le lien précédent, distingue comme attrayant, déplaisant ou neutre. Et ça amène une expérience, bonne, mauvaise ou neutre, ou en produisant soit du bonheur, soit du malheur, soit de l'indifférence. Donc ça, ces sensations, ça dure aussi sur toute une vie. Et ça va être la base du lien suivant qu'on va voir. Donc là, c'est représenté par un homme dont l'œil est percé par une flèche pour exprimer justement cette sensation de douleur, ici. En fait, ça veut dire que quelle que soit la sensation, on est toujours agité par cette sensation. Cette sensation, nous ne pouvons pas rester tranquilles à cause de ces sensations. Les sensations nous agitent constamment. Que ce soit des sensations, peut-être moins les sensations neutres, hein, ou d'indifférence, mais quand même. Donc là, c'est la sensation la plus douloureuse, hein, qu'on peut avoir, une flèche dans l'œil. Après, il y a toutes les différents degrés. D'accord. Donc après la sensation vient la soif. La soif, donc, c'est du contact et de la sensation, ça va produire de l'attachement. Le contact et la sensation vont produire un attachement. Donc, sensation plaisante. Si les sensations sont plaisantes, nous en voulons plus. Si elles sont au contraire déplaisantes, désagréables, nous voulons en être séparés. Et si elles sont neutres, on veut qu'elles continuent. C'est en général ce qui se passe. Donc c'est attachement, aversion, indifférence. Plus on boit, plus on a envie de boire. Donc c'est un facteur mental, la soif, c'est un facteur mental qui augmente le désir sans jamais procurer de satisfaction. Donc ici, on va le retrouver, on verra ça, cette soif, à partir depuis le nom et la forme, c'est-à-dire à partir du moment où les agrégats sont constitués, jusqu'au 9e lien, qui est le suivant, qui est
Le 9e lien, c'est la saisie. En fait, c'est un attachement encore plus fort. C'est un attachement plus intense. C'est quand la soif devient vraiment intense. Donc, on va voir ce que c'est tout à l'heure un peu. La soif et la saisie. On l'appelle aussi l'appropriation. On voit un singe qui s'approprie ou des fruits, qui saisit des fruits et qui se les approprie. Donc, parfois, vous avez peut-être rencontré ce terme d'appropriation. Donc, ça, c'est la saisie. En fait, cette saisie, pardon, elle exprime, comment dire, une activation d'un potentiel karmique qui est dans notre esprit, qui est dans notre conscience, et qui va projeter la conscience dans la vie suivante, au moment de la mort. Donc ici, c'est un singe qui s'empare d'un fruit. Donc c'est l'appropriation. L'appropriation saisit mentalement, là c'est physiquement, mais mentalement, les objets que l'on désire. Donc le désir, c'était avant. Là, c'est la saisie, c'est se les approprier. 10e lien, c'est le devenir, ou l'existence. Parfois, il y a les deux termes. Il y a l'un ou l'autre, je veux dire. Le devenir ou l'existence. Donc lorsque la prédisposition karmique a été nourrie par la soif et la saisie, et qu'elle a atteint sa pleine capacité à produire un résultat, le résultat c'est la vie prochaine, c'est l'existence, c'est le devenir. Donc ça veut dire que le karma a atteint son plein potentiel et est sur le point de produire son résultat, c'est-à-dire une vie humaine ou autre, la vie qui va arriver. Alors là, c'est peut-être pas très bien dessiné, parfois c'est plus explicite. Ça désigne ici une femme enceinte. Ça montre une femme enceinte pendant les derniers stades de la grossesse, juste avant de donner la naissance. Donc le lien suivant, bien sûr, logiquement, c'est la naissance. C'est le moment précis. La naissance, alors, c'est la conception. Normalement. C'est le moment précis où la conscience entre dans l'état, entre dans l'union des cellules des parents. Et donc, comme on l'a vu, il y a quatre. Nous, on l'a pas explicité. Il y a le processus de naissance, il peut se faire par la matrice, il peut se faire à partir d'un œuf, naissance ovipare, il peut se faire par la chaleur, ou il peut se faire de manière miraculeuse, par exemple, en naissant spontanément, dans une terre pure, par exemple, dans un lotus. Et juste au moment T2, juste après la conception, commence le vieillissement. Le vieillissement qui va amener la mort. Donc à partir de la conception, ça serait le temps T1, le temps T2, ça sera le vieillissement progressif à chaque instant, jusqu'au terme de notre vie. Donc en fait, c'est le vieillissement ou la dégénérescence, si on veut. Et la mort, c'est le moment où la conscience va quitter le corps, va se séparer du corps et va aller vers une autre vie. En fait, on pourrait dire que la fin de la vie, elle commence au 2e instant de la naissance. Si on veut être technique. Elle va commencer au 11e lien. À partir du moment où l'on est, au 2e moment, il va y avoir donc ce vieillissement et la mort. Donc c'est le vieillissement qui va amener la mort. C'est représenté par un vieillard, donc par un homme en tout cas, qui porte un cadavre sur son dos. Ça veut dire que la mort est toujours là, en fait. On la transporte sur notre dos. Bien.
Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si on regarde ça, après je vous montrerai des tableaux qui l'expliquent un peu plus précisément. Dans une première vie, on a trois liens qui opèrent. On a l'ignorance. Donc ça, c'est pas. Il faut imaginer en fait que c'est pour n'importe quel, pour un karma, un type de karma voulu, n'importe lequel. Mais c'est pas tous les karmas. Je veux dire, ça se produit pas tout en même temps. L'exemple qui est donné ici, c'est par exemple si on crée un karma, et donc ce karma, il est créé à partir de l'ignorance. Donc l'ignorance du fait qu'on saisit un jeu qui existe intrinsèquement, on va créer un certain karma. Donc c'est le deuxième lien, la formation karmique. On crée un karma à ce moment-là. Ce karma, il est déposé sur la conscience causale. La conscience causale, la partie A de la conscience. Ensuite, les liens soif, saisie et existence vont activer cette graine karmique qui est neutre jusqu'à présent et qui, ça va, à cause de la soif, à cause de la saisie, surtout ces deux premiers liens, ça va activer le potentiel de cette graine karmique et ça va amener l'existence. Donc ça, c'est l'existence, ça va être c'est le lien numéro 10 qui est entre la première vie et la deuxième vie. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On a en même temps donc la naissance et le nom et la forme avec les agrégats. Puis commence donc le vieillissement dès le deuxième instant. Et donc, vieillissement avec les 6 sources, le contact, la sensation et la mort. Donc ça, c'est sur un processus de première vie, deuxième vie, troisième vie. Première vie, ignorance, formation karmique, conscience. Deuxième vie, soif, appropriation ou saisie, existence. Naissance, nom et forme, vieillissement, 6 sources, contact, sensation et mort. Bon, donc maintenant, je vais vous montrer un autre tableau plus... peut-être déjà, prenez ça en note. Il y a 2 types de causes et de résultats. Ça va vous aider un peu à comprendre. Si on divise ce processus en 4. Donc dans les causes, quand il y a une barre comme ça veut dire qu'il y a 2 traductions possibles, qu'on rencontre 2 traductions. Donc premier type de cause, qu'on appelle les causes introductives ou projetantes. C'est-à-dire qui projettent ou qui introduisent au samsara. Les deuxièmes types de causes, c'est les causes actualisantes ou établissantes qui vont, comme c'est dit ou c'est pas dit, mais qui vont actualiser ce qui a été introduit, qui vont l'établir. Ensuite, vous avez les résultats qui sont introduits et projetés. Donc en fait, ce que vous avez ici, c'est que vous avez le 1, il faut le lire avec le 3. Cause introductive ou projetante, ça va donner des résultats introduits et projetés. Et les causes actualisantes et établissantes vont donner des résultats actualisés et établis. Ça va s'éclaircir, tout ça. Ça va s'éclaircir. N'en faites pas. Un nouveau partage. Voilà, je vais vous montrer comme ça ce lien. Est-ce que... Ouais. Ça sera plus clair. Comment ça fonctionne? Vous l'avez là? Ouais. Très bien. Donc, vous avez cette ignorance. Alors ici, vous avez tout en bas de la page, vous voyez, cause introductive CI, résultat introduit RI, cause établissante CE, résultat établi RE. Donc l'ignorance, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une cause introductive. Et en haut, dans le carré à droite, vous avez des étoiles, des astérisques. Donc une étoile, c'est une perturbation mentale. 2 étoiles, c'est un karma. 3 étoiles, c'est une souffrance. Alors on va voir comment ça fonctionne. Donc le lien numéro 1 qu'on a vu tout à l'heure, l'ignorance. L'ignorance qui est donc, c'est quoi l'ignorance? C'est une cause introductive qui va introduire dans le samsara. Okay? Et c'est aussi une perturbation mentale. On l'a classée
vous vous souvenez, dans la classification des perturbations mentales. Donc c'est une perturbation mentale et c'est une cause introductrice ou introductive. Ensuite, donc, à partir de cette ignorance qui saisit, comment on a appelé ça, la vue de la collection transitoire, qui considère, qui adhère à un jeu comme existant intrinsèquement, va créer un karma. Donc, ce karma, ça va être un karma introducteur. Ou formation karmique, on va simplement l'appeler karma. C'est un CI, ça veut dire que c'est aussi une cause introductrice, mais c'est plus une perturbation mentale, c'est un karma. C'est-à-dire c'est l'ignorance qui va créer, à cause de l'ignorance, on va créer un certain type de karma. Du fait qu'on a une saisie de l'existence intrinsèque du jeu, on va par exemple mentir, ou on va voler, ou je ne sais pas quoi, pour faire plaisir à ce jeu. Parce donc on va créer un karma. Donc là, c'est une action. C'est une action karmique. Ce n'est pas tous les karmas. On va prendre comme exemple une action karmique. Positive ou négative, peu importe. Donc ici, le karma c'est un karma introducteur qui va amener donc une graine, qui va mettre une graine dans la conscience. Cette action qu'on va créer, positive ou négative, va mettre une graine dans la conscience. Et c'est l'instant, la conscience, vous voyez, elle est divisée en deux, conscience causale et conscience résultante. Donc, dans la conscience, dans la partie 3A, il va y avoir la graine. Donc, la graine est une cause introductrice pour l'instant, c'est une cause, c'est pas un résultat encore, et ça va amener une souffrance. C'est la conscience, donc, elle est classée donc dans les souffrances. Donc, vous voyez, il y a une flèche ici, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le curseur, oui, il se déplace. Ouais. Donc, cette conscience, cette graine, ce potentiel karmique qui a été introduit dans la conscience va être activé au moment de la mort par ces trois facteurs mentaux, ces trois qui sont la soif, qu'on a vu tout à l'heure, le 8, l'avidité ou la saisie, et le devenir ou l'existence. Donc la soif, c'est quoi la soif ? C'est un facteur perturbateur, c'est une perturbation mentale cette graine qui est dans la conscience, là, elle est plus ou moins neutre pour l'instant. Et c'est du fait de l'attachement ou de la soif, d'un désir en tout cas, qu'elle va être activée. Et en plus, elle va être activée encore si on a vraiment cultivé l'attachement dans notre vie, elle va être cultivée par un attachement, un désir encore plus fort. Donc l'avidité ou la saisie, c'est aussi un facteur mental. Et elle va être activée par le devenir, par ce besoin de se réincarner, de devenir, de réexister, d'avoir une naissance. Et ça, c'est un karma. C'est 2 étoiles, donc 2 astérisques karma. Et ça, donc ce sont des causes qui vont établir. Les trois jaunes, ce sont des causes introductrices dans le samsara. Et les trois qui sont ici sont des causes établissantes, parce qu'elles nourrissent ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où ces trois, où le potentiel ici a été activé par les trois, il va y avoir une naissance. Il va y avoir naissance. Il va y avoir le facteur numéro 11, là, ici, à ce moment-là. Et cette naissance, elle est concomitante, ou elle est en même temps, ou elle est parallèle. Ça se produit en même temps, les trois, là. Naissance, conscience résultante, maintenant c'est la conscience plus causale, mais puisqu'elle a été nourrie par les trois autres, c'est une conscience résultante maintenant. Et le nom et la forme, c'est-à-dire les agrégats. Donc en même temps que la naissance, il y a la conscience résultante, il y a le nom et la forme. Autrement dit, donc les 5 agrégats. Donc ici, ce sont des résultats. On n'est plus dans des causes maintenant, on est dans des résultats qui correspondent aux causes introductrices qu'on a vues au CI, là, qui sont au-dessus. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des RI, c'est-à-dire des résultats qui sont introduits. Et donc ces trois, voilà, donc les 2 qui sont ici,
Et là, le résultat est établi, c'est-à-dire que là, il y a vraiment la naissance. Okay. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, après, ça suit. Vous avez les facteurs. Une fois que la naissance a eu lieu, il y a le vieillissement qui commence ici, hein, et qui est de la souffrance, bien sûr. Hein, c'est une souffrance. Et en même temps qu'il y a donc entre ces deux liens, là, entre la naissance et le vieillissement, jusqu'à la mort, en fait, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, dans l'embryon, il va y avoir les bases de conscience, bases de connaissances qui vont se développer. Il va y avoir le contact, il va y avoir la sensation. Donc, en fait, vous avez 3 ici. Il faut les voir par tranche. Hein. Tranche de 3 ici, ce qu'on appelle les causes introductrices. Ensuite, vous avez les causes établissantes ici. Vous avez ensuite donc les résultats qui sont introduits, 1, 2, 3 ici. Et vous avez le résultat établi qui est la vieillesse et la mort. La naissance, la vieillesse et la mort. Ça commence... Bon, pas tout à fait encore. Hein. On va voir ça, comment ça se passe sur 2 vies maintenant. Donc ça, c'est le cercle, hein, c'est le cycle qui a lieu. Donc il y a plusieurs manières de le considérer, ça. On peut les considérer comme les 12 liens qui ont lieu successivement, mais c'est le plus intéressant de voir comment ça a lieu par séquence, comme ça. Alors, on va voir... Alors l'ignorance... L'ignorance n'a pas de début, en fait. Elle est toujours là, en fait. Il y a toujours cette ignorance qui conditionne ça. Est-ce que je vais trouver... On va voir ça sur des 12 liens. Sur 2 vies, voilà, pour commencer. Pourquoi il ne veut pas partager? Ah, d'accord, c'est là. Non, c'est pas le bon. C'est pas celui-là que je voulais vous montrer. C'est celui-là, voilà. C'est pas très gros, hein? Je l'ai sur 2 et 3 vies, moi. Voilà. 12 liens sur 2 vies. Donc, alors, c'est relativement donc, à un karma introducteur. Hein. C'est un karma. Hein. Alors, comment ça se... On va prendre un exemple. Un exemple pour essayer de voir comment ça s'enchaîne, tout ça. On va prendre un karma vertueux pour cette fois. On va par exemple prendre comme un karma vertueux qu'on a décidé de rouler en voiture doucement pour préserver la vie. Hein, pour essayer d'éviter de tuer des animaux, par exemple, sur la route, parce qu'on est plus attentif. Donc, en créant, il y a une volonté derrière, il y a une volition. Cette volonté, donc, elle est quand même empreinte d'ignorance, hein, puisqu'on est dans le samsara. Et donc, sous l'emprise de l'ignorance, qui adhère à la réalité des animaux, à la réalité de soi-même et tout ça, elle va conditionner quand même une action, mais ce sera une action vertueuse. Donc, ça sera un karma quand même contaminé. Donc, sous l'emprise de l'ignorance, on va accumuler un karma qui va être vertueux, puisqu'on cherche à préserver la vie. Et... donc, pour qu'un karma soit complet, vous savez, il vous faut 4 facteurs. Hein. Il vous faut la base, hein, c'est-à-dire bien identifier cet objet hein, que l'on veut. Il a ici, c'est par exemple préserver la vie des animaux. Le deuxième, c'est l'intention.
il faut l'intention, c'est de préserver la vie. Donc la base, c'est l'objet. L'intention, c'est la volition de vouloir, la volonté de vouloir préserver la vie. L'action qu'on va faire, c'est qu'on va rouler doucement. Hein, et cette action, on va l'amener jusqu'au bout. Donc les 4 facteurs seront complets pour créer un karma complet. Donc ce karma vertueux d'avoir préservé la vie en roulant est un karma introducteur. C'est un karma introducteur qui va nous... C'est une formation karmique, hein, si vous voulez. On peut l'appeler comme ça aussi. C'est le nom du deuxième lien. Donc ça veut dire que cette action, elle a été accomplie. D'accord ? J'ai conduit doucement. Okay ? Et dès l'instant où cette action va s'arrêter, cette action va laisser une empreinte dans la conscience, hein, dans votre courant de conscience. Donc ça, c'est le 3A. Une empreinte karmique est déposée dans votre courant de conscience. Donc on parle d'empreinte ici, ou de prédisposition, de latence, d'imprégnation. Tout ça, ça veut dire la même chose, hein, ici. Donc cette empreinte karmique, où est-ce qu'elle va être déposée ? Elle va être déposée sur la conscience au niveau 3A. Okay, vous suivez ? Donc cette conscience, hein, ce n'est pas une conscience figée, hein, c'est une succession d'instants, la conscience, hein, qui se suivent. Donc cette empreinte va être déposée sur un instant de conscience. Hein, sur un instant. C'était un instant T, par exemple, sur la conscience, et ça va durer un certain temps, puisque le karma est inépuisable. Tant que cette action n'a pas mûri, n'a pas été activée, elle va perdurer, elle va rester sous forme de graine dans notre courant de conscience. Donc, au long des instants suivants de la conscience, donc, le deuxième instant va basculer dans le troisième instant dans le quatrième, le cinquième, etc., jusqu'à la fin de cette vie-ci, jusqu'à la fin de ma vie. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Supposons qu'on arrive au terme de cette vie. Hein, donc, j'arrive à la fin de ma vie, de cette vie, et on va supposer qu'à la fin de notre vie, ça soit cette empreinte-là qui mûrisse. Ça aurait pu être tout un tas d'autres, mais disons que voilà, c'est cette empreinte qui va mûrir. Donc, on va supposer ça, qu'à la fin de ma vie, cette empreinte-là est activée. Activée par quoi ? Eh bien, activé par la soif, l'avidité et le devenir. C'est toujours ça. Les facteurs activateurs, c'est toujours le 8, 9, 10 hein, qu'on retrouve. Donc, ces 3 facteurs activateurs, dans les derniers instants de la vie, vont activer la conscience causale. Okay ? C'est-à-dire cette empreinte karmique qui est dans ma conscience à l'état latent hein, et qui a duré un certain temps comme ça. Donc, à partir du moment où elle est activée, donc là, la mort est figurée par ce trait, hein, la vie est terminée, et donc on va passer maintenant à un autre instant de conscience, qui est la conscience résultante. On n'est plus dans la conscience causale, parce que ça a été activé. Et donc, il y a les 3 facteurs qui apparaissent en même temps, dans la deuxième vie, c'est-à-dire la naissance, premier instant de la vie d'un embryon, hein, avec la conscience résultante qui est dedans, et les agrégats qui apparaissent à ce moment-là. Alors pourquoi est-ce qu'à la fin de ma vie, c'est cette empreinte qui est activée ? Eh bien, par exemple, parce que c'est une tendance vertueuse que l'on a développée, que l'on a cultivée tout au long de notre vie. On a essayé de mettre plus d'empreintes vertueuses que non vertueuses. Et donc on avait une intention, cette intention était plus forte que le reste. Donc c'est du fait de cette habitude en fait que telle ou telle empreinte va être activée ou pas. Donc cette empreinte, elle va être activée activée par quoi ? Et bien justement par des perturbations mentales. Donc les perturbations mentales, elles activent la soif, l'avidité et le devenir, c'est pas une perturbation mentale, mais le 8 et 9. Donc ces 2 formes d'attachement, donc que sont la soif et la saisie, donc c'est crescendo, hein, vont donner ce qu'on nomme le devenir. Hein, les 2, la soif, avidité, vont donner ce qu'on appelle le devenir. Et le karma introducteur hein, va être activé complètement par ces 3 facteurs.
Le devenir, c'est du karma, hein, je vous rappelle. Donc ça, c'est... voilà. Donc, on va basculer maintenant avec ce devenir-là qui est du karma. Ces facteurs vont faire mûrir l'empreinte karmique jusqu'au point où elle va donner son résultat. Et c'est à l'instant où elle donne son résultat qu'on bascule vers une nouvelle existence. Alors, la mort s'est produite. Hein. Après la mort, c'est le bardo, hein, l'état intermédiaire. Et comme c'est le karma introducteur qui oriente le bardo, en fait, on va prendre, dans notre exemple ici d'avoir préservé la vie, une apparence humaine, hein, dans le bardo déjà. Parce que dans le bardo, on prend l'apparence de la vie future qu'on va avoir. C'est-à-dire, si vous allez renaître comme humain, déjà dans le bardo, vous avez une apparence humaine. Donc, qu'est-ce qui va être créé dans le bardo? C'est des agrégats avec une apparence humaine. Donc, une apparence humaine qui va être la base de votre future renaissance. À l'instant où cette empreinte karmique a complètement mûri, voilà, elle est projetée vers la nouvelle existence. Et c'est ce qu'on va appeler la naissance ou la conception. Donc là, on n'est plus dans le bardo. Là, le bardo, c'est ici, hein, le trait. Et à partir du moment où ça a été complètement activé, on a une naissance ou une conception. Et qu'est-ce qui est activé? Donc, c'est l'activation du 11e lien qui se produit à ce moment-là, le lien de la naissance. Alors, donc, ensuite, il y a le nom et la forme, hein, c'est-à-dire les agrégats qui sont en même temps que la conscience résultante qui apparaissent. Il y a une succession d'instants dans cette conscience qui va donner, donc, dans la conscience causale, il y a une succession d'instants qui va donner cette conscience résultante, parce qu'elle a été activée. Donc ça, c'est 3 liens concomitants, hein, les 3. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a le trait au milieu. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ça, c'est sur 2 vies. Hein. Oui, une question. Oui. J'ai du mal à saisir ce que veut dire le devenir. Oui, le devenir, en fait, c'est un... Attends, pardon, je suis en train de... C'est le moment, en fait, où la soif et l'avidité ont créé un besoin extrêmement fort d'exister, en fait, de devenir un être, de prendre naissance. C'est ce besoin, on pourrait dire, de prendre naissance. Je vais voir si je peux trouver une explication plus profonde dans le Dalai Lama. Sasanté, le Dalai Lama explique peut-être de manière plus... On va voir comment c'est expliqué ici, avec des mots parfois plus simples. Sasanté a le... Oui, attends, deux secondes. Je cherche leur lien. Oui. Donc c'est un... difficile un peu. Je croyais que c'était le karma. Oui, c'est un karma en fait. Hein. C'est le karma de renaître. Hein. C'est un peu compliqué à expliquer. Si je vous l'explique comme ça, je pensais que ça allait être plus simple, mais en fait... ouais, non, c'est pas... Non, c'est assez compliqué, c'est assez complexe, ce lien à expliquer. C'est le karma, en fait, qui va, comment dire, qui est activé par la soif et l'avidité.
et qui va permettre donc la renaissance. Ouais. C'est une soif d'exister, en fait, qui intervient là, à ce moment-là. Merci Christian. Ouais, je pense que ça me fait mon programme de travail le mois prochain. Attends, je regarde si j'ai pas une autre. J'aimerais trouver une explication. Non, je ne l'ai pas là-dessus. J'avais quelque chose, mais bon, je ne le retrouve plus. Ah, c'est peut-être là-dessus. Oui, je pense que c'est là-dessus. Le compte. Alors, voilà, c'est expliqué comme ça ici. Je vous lis dans le Lamrim. Hein. La soif et la saisie activent et nourrissent le potentiel karmique qui s'est imprimé sur la conscience par un acte. Quand ce potentiel karmique a été pleinement nourri, il peut amener une nouvelle vie. En fait, c'est le 10e lien. Donc l'existence est une cause à laquelle on donne le nom de son effet, en fait. C'est ça qui est un peu plus compliqué là-dedans. Le résultat qu'elle produit au moment suivant est une nouvelle naissance. Ainsi, l'existence va générer le 11e lien, la naissance. Donc l'action composée, c'est-à-dire le karma et l'existence, sont des causes karmiques. C'est-à-dire le karma, le numéro 2, le lien numéro 2 et le lien numéro 10, l'existence, le devenir, sont des causes karmiques. Mais le devenir va obligatoirement produire un résultat, tandis que le karma, le lien numéro 2, ne va pas en produire. C'est ça la différence entre les deux karmas. Le lien numéro 2, c'est une action karmique qui ne produit pas tout de suite un résultat. Tandis que le devenir, c'est le karma qui produit tout de suite le résultat. Donc, merci beaucoup, attends, je ne sais pas tout à fait terminé. Je vais quand même peut-être en continuer. Une action composée, c'est-à-dire un karma négatif, peut être, voilà, parce qu'il peut être purifié, et, ou au contraire, si c'est un karma positif, il peut être détruit par la colère. Tandis que le plein potentiel karmique de l'existence ou le devenir, c'est le plein potentiel karmique, hein, qui va donner lieu à la naissance. Donc lui, il va toujours donner son effet. On ne pourra pas le purifier. Hein, puisque lui, c'est ce qui va donner immédiatement pratiquement l'effet. C'est-à-dire la naissance qui en résulte. C'est pour ça que c'est représenté par la femme enceinte pendant les dernières phases de la grossesse. Une femme enceinte, dans les dernières phases de la grossesse, elle va dans les heures ou dans les jours qui arrivent, elle va donner naissance. On ne peut plus empêcher ça. Mais c'est très éclairant le fait qu'il soit désigné par le nom de son effet, et oui. C'est ça qui me perturbait aussi. Oui, c'est ça. Oui. C'est le nom de l'effet, oui, exactement. Bien, est-ce que vous avez des questions sur ce processus? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il peut se passer plusieurs vies. Hein, entre le moment où une graine a été mise sur un courant de conscience et le moment où elle va être activée, il peut se passer plusieurs vies. C'est-à-dire, vous avez une graine dans votre courant de conscience, mais elle ne sera pas forcément activée au terme de cette vie-ci. Elle va pouvoir être activée. Elle va être activée peut-être dans 2, 3, 4 vies, 10 000 vies, vous ne savez pas à quel moment. Mais à un moment donné, elle sera activée, cette graine, ce potentiel, cette graine karmique. Mais pas forcément tout de suite. Là, on a pris le cas le plus simple, où c'est activé au terme de cette vie. On a pris un exemple de conduire la voiture, et c'est cette graine qui va être activée. Mais ça aurait pu être une autre, en fonction de vos habitudes, en fonction de ce que vous avez généré, de ce
de ce que vous avez entretenu pendant votre vie. Donc voilà. Ça peut se produire. Donc ce processus peut se produire sur 2 vies, ou il peut se produire sur 3 vies, voire plus. Mais c'est entre la première, c'est-à-dire bon, enfin, c'est pas important, pas très important de rentrer dans ces détails. En fait, les différentes vies vont avoir lieu ici. Entre ce trait, il peut y avoir encore d'autres traits pour indiquer qu'il y a plusieurs vies qui vont se dérouler. Alors, il y a un exemple intéressant que Sainte Dalai Lama donne, je trouve, qui est pas mal, qui éclaire un petit peu ce processus. Peut-être je peux arrêter de partir. Je vous le laisse quand même, pour ça vous pouvez regarder comment ça fonctionne. Il donne l'exemple de Patricia. Patricia arrive à la maison, elle arrive de son travail, elle est fatiguée, et elle voit que ses enfants ont mis un peu la cuisine en désordre. Elle arrive dans la cuisine et c'est tout en désordre, il y a des saletés partout, etc. Et elle est fatiguée, donc elle se met en colère. Elle commence à crier après ses enfants. Et donc le fait qu'elle crie à ses enfants, ça crée un karma. Et donc ça, c'est le début d'une série de 12 liens. Donc chaque action, en fait, crée une série de 12 liens. C'est ça qu'il faut voir. Donc ces 12 liens, en fait, ils se superposent. On peut avoir plein de séries de 12 liens qui ont lieu en même temps. C'est ça qui est intéressant dans ce mécanisme de la roue de la vie. C'est pas simplement sur une vie. C'est que tous ces fonctions. À partir du moment où a été créé un karma, il a tout ce vécu en fait à l'intérieur. Donc c'est le début d'une série, d'une séquence, on pourrait dire, de 12 liens. Donc une fois dès lors que Patricia a vu donc que la cuisine était en désordre, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait surgir en elle cette ignorance qui saisit le je, qui saisit le soi, qui saisit cette identité personnelle, ce soi personnel, et qui le saisit comme existant véritablement. Donc à cause de l'ignorance. Son ignorance l'empêche de comprendre que ce je n'existe pas véritablement. Et donc elle adhère, elle appréhende cette situation comme une existence véritable. Son je existe véritablement, la situation existe véritablement, les enfants existent véritablement, tout ça c'est réel, c'est une réalité. Donc tout ça est saisi en fait par l'ignorance qui exagère en fait la situation, qui, comme elle est fatiguée, donc toute cette situation est complètement exagérée et son attention, elle est complètement déformée par sa perception. Et ça, cette ignorance, donc, elle est immédiatement suivie par une perturbation mentale, qui est ici la perturbation mentale de la colère. Et qu'est-ce qui se passe avec cette perturbation mentale de la colère ? Il y a la volition, le premier aspect du karma, dont on a parlé ce matin, cette intention de crier à ses enfants, d'utiliser des mots durs avec ses enfants, pour qu'ils comprennent bien, pour montrer qu'elle est en colère et pour les corriger. Donc elle a cette intention de leur crier après en utilisant des paroles désagréables. Donc action non vertueuse, paroles désagréables, on est bien d'accord. Donc cette ignorance qui ne comprend pas le fonctionnement du karma et de ses effets est présente à ce moment-là aussi. Donc c'est pas simplement l'ignorance qui saisit le jeu, c'est aussi l'ignorance qui comprend pas la loi du karma. Patricia, à ce moment, elle est complètement prise dans cette ignorance. Elle ne voit pas donc les effets de ces paroles négatives. Et donc du fait qu'elle soit fatiguée, elle ne voit pas, ne considère pas les effets à court terme et à long terme des paroles désagréables qu'elle va prononcer. Elle ne va pas appliquer d'antidote, appliquer de remède à son énervement pour calmer son esprit. Donc elle dit toutes sortes de paroles désagréables qui sortent de sa bouche, et ça crée le lien numéro 2, le lien du karma.
le lien du karma est créé à ce moment-là. Elle crée un karma négatif, donc à cause de l'ignorance. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une graine de karma destructeur, de karma négatif, qui est implantée dans son courant de conscience. Okay. Et donc, ça, donc, ce sont les causes qu'on a appelées ici, donc les causes qui projetantes ou introductrices, qui sont présentes dans son esprit. Ensuite, donc, les enfants, donc on les a tellement disputés que les enfants, pris de panique, vont commencer à ranger, vont nettoyer la cuisine, vont tout faire bien, la rendre propre, etc. Et donc, Patricia est satisfaite et elle est contente qu'elle voit que le fait d'avoir crié après ses enfants, finalement, ça a eu un bon effet. Et donc, elle recommencera la prochaine fois pour réagir, que voilà, ça a un but plutôt positif. Et donc, encore l'ignorance qui agit à ce moment-là. Et donc, elle ne va pas penser justement à appliquer des antidotes. Elle va continuer à utiliser cette colère. Et donc, à créer une force de l'habitude, à utiliser la colère pour essayer de régler les situations. Et donc, elle ne va pas essayer de purifier un karma négatif d'avoir des paroles désagréables, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer au moment de sa mort? Au moment de sa mort, elle est en train d'agoniser, et puis qu'est-ce qui se passe? Elle se met en colère, parce qu'autour d'elle, les infirmières sont pas compétentes, parce qu'il y a des gens qui se disputent, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui ont lieu. Enfin, elle voit des problèmes partout, du fait de l'impulsion de cette tendance à la colère qu'elle a. Et cet état de colère qu'elle ressent à ce moment-là, c'est ça justement, c'est les liens numéro 8 et 9, la soif et l'avidité, qui vont nourrir en fait le karma négatif, ces liens-là, et qui ont le karma négatif qu'elle a créé quand avec l'habitude qu'elle avait de crier après ses enfants. Et donc c'est cette graine donc qui va être activée et va amener une nouvelle renaissance. La nouvelle naissance, c'est le lien numéro 10. Donc ça, ce sont toutes les causes donc, qui vont amener l'effet d'une naissance. Donc ensuite, sa conscience, donc elle va mourir, et sa conscience résultante, donc l'aspect 3B, va prendre renaissance, alors dit sa sainteté, dans le corps d'une chouette qui crie la nuit. Je pense que c'est pour ça. d'une chouette qui crie la nuit. Donc c'est le lien 3B et 11. À partir du moment où elle a pris naissance, deuxième instant, elle va commencer à vieillir jusqu'au moment de la mort. Et donc c'est le lien suivant le lien 11, c'est le vieillissement. Non, le lien 11, c'est la naissance, et le lien 12, c'est le vieillissement et la mort. Donc tous les liens, après, une fois que cette naissance a eu lieu, avec la conscience résultante, et les agrégats d'une chouette, eh bien après, il y a des consciences sensorielles qui sont formées, il y a le contact de la chouette avec les objets, il y a les sensations, etc. Tous les 7 là sont en même temps, se produisent. Donc dans la nouvelle vie, dans sa nouvelle vie de chouette. Donc vous avez donc les résultats à ce moment-là qui ont été projetés et qui ont été établis avec cette deuxième séquence cette séquence de 12 liens. Alors après on va prendre un scénario légèrement différent. Qu'est-ce qui se passe dans la vie de Patricia? Elle ne fait pas que ça, elle ne fait pas que crier à ses enfants. Après ses enfants, c'est une personne en fait qui travaille dans un hôpital, Patricia, qui est infirmière et qui est très compétente en fait dans son métier quand elle travaille à l'hôpital, et elle réconforte les gens, elle crée beaucoup de karma positif en réconfortant les gens, en essayant de les aider, en leur donnant de l'espoir et tout ça. Elle fait des soins palliatifs, etc. Et tout ce qu'elle fait dans l'hôpital crée aussi des actions, crée du karma.
qui va mûrir aussi d'une certaine manière. Et ça, chaque fois qu'elle a ces actions positives, ça crée du karma positif, ça crée une série ou un ensemble, une série de 12 liens aussi interdépendants qui ont lieu à ce moment-là. Et ça implante justement des graines vertueuses dans son courant de conscience. Et au moment de la mort, si justement le fait qu'elle se réjouisse d'avoir été aidante par rapport aux autres personnes, par rapport aux patients, va activer, si c'est ça justement qui va activer, le 8 et 8 et 10, là, va activer sa conscience causale et créer donc une bonne réincarnation. Donc ça, c'est un autre cas de figure, où c'est les graines karmiques positives qui vont mûrir à ce moment-là, et non pas la graine karmique, par exemple, d'avoir crié après ses enfants. Tout dépend de ses habitudes, de ce avec quoi elle sera la plus familière. Qu'est-ce qui va se passer au moment de la mort? Si elle choisit, si elle a conscience d'activer des graines vertueuses, ou au contraire, si elle se laisse aller à la colère, et c'est l'autre graine qu'elle va activer. Donc tout se joue finalement à ce moment-là. Voilà comment ça fonctionne, cette production interdépendante des 12 liens envisagés sur 2 vies ou sur plusieurs vies. Ce qui aurait pu se passer aussi pour Patricia, c'est qu'au moment de la mort, il soit... donc ces graines positives qu'elle a créées et qui lui ont permis d'avoir une naissance favorable, donc c'est ça qui a fonctionné, mais la graine karmique d'avoir crié après ses enfants, elle est toujours là quand même, hein. Par chance, c'est pas ça qui a mûri, parce qu'elle a été suffisamment intelligente pour se concentrer sur des facteurs mentaux positifs. Mais si elle ne la purifie pas, cette graine, elle va rester dans son continuum mental. D'où l'intérêt de faire ces pratiques de purification qui purifient quoi? Qui purifient des graines qui sont dans notre courant de conscience, des graines non vertueuses, pour qu'elles ne mûrissent pas au moment de la mort. Donc c'est comme ça que la purification fonctionne dans le bouddhisme tibétain. C'est-à-dire qu'on a toutes sortes de tendances. On a des tendances positives, on a des tendances négatives. Et en regrettant, c'est la force principale, là justement, qui va activer la purification, c'est le regret. Le fait de regretter. Si Patricia avait regretté le fait d'avoir crié après ses enfants au moment de sa mort, elle aurait purifié une graine au moment de la mort. Elle aurait purifié une graine. Donc c'est ces graines karmiques négatives, on peut les purifier jusqu'au moment de la mort. Dans la mesure où on active le facteur mental du regret. C'est ça. C'est pour ça que les maîtres nous disent purifier son karma négatif, c'est pas simplement réciter un mantra de Vajrasattva et puis de penser complètement autre chose. La force principale qui va faire, qui a une purification, c'est le regret, hein. Et aussi le fait d'essayer de ne pas recommencer, bien sûr, hein, de ne pas répéter la même action. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas ces 2 forces principales, le regret ou le remords, comme on veut, et l'intention ou la résolution de ne pas réitérer les mêmes actes, il n'y a pas vraiment de purification. Donc comme ça, voilà, c'est juste pour illustrer le fait, montrer comment ça marche. Pour chaque action karmique, hein, il y a un karma donc introductif qui peut avoir lieu, qui peut nous projeter dans le samsara. Donc ce qui nous fait renaître, en fait, c'est le karma introducteur, hein. C'est pas le karma... si le karma n'est pas introducteur, eh bien il n'est pas... il ne crée pas une nouvelle naissance. Alors après, ce karma introducteur, vous savez, il y a plusieurs niveaux. Après, il peut être, il y a ce qu'on appelle le karma complémentaire. Donc le karma introducteur, c'est ce qui nous projette dans une autre vie. Mais dans cette nouvelle vie, il y a d'autres, suivant les karmas que l'on a créés, ils vont être complémentaires par rapport au karma introducteur. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une renaissance favorable, mais si on a, parce qu'une graine a mûri, une graine positive a mûri, mais si dans notre courant de conscience, on avait, disons, volé, tué, ou quelque chose, notre vie, par exemple, serait raccourcie.
on aurait certainement une renaissance favorable, mais avec une vie courte, du fait d'avoir tué, par exemple. D'avoir tué des animaux, tué des insectes, je ne sais pas. Donc cet acte d'avoir tué va agir en complément du karma introducteur. C'est-à-dire même si on a une bonne renaissance favorable, elle va être un peu endommagée par d'autres karmas qui viennent compléter cet acte. Et donc ça marche, vous avez 4 cas de figure. Hein. C'est soit plus moins plus, moins. Plus moins, c'est une renaissance favorable avec des karmas complémentaires défavorables, comme par exemple le fait d'avoir une vie humaine mais avec une vie courte, hein, ou avec beaucoup de maladies, par exemple, du fait d'avoir tué, d'avoir commis des actions négatives, ou l'inverse, d'avoir une renaissance défavorable, ça serait moins plus, c'est-à-dire vous renaissez comme un animal, une renaissance animale, mais vous êtes un chat, par exemple, qui est choyé par sa maîtresse ou son maître. Et là, vous avez une renaissance animale, mais avec des conditions complémentaires assez favorables. Hein, ou comme l'un des chiens de la reine d'Angleterre, par exemple. Vous avez une bonne renaissance, mais vous vivez dans un château. Voilà, on prend bien. Vous avez même des domestiques qui prennent soin de vous. Ça, c'est le moins plus. Mais vous pouvez avoir plus, c'est encore mieux. Renaissance favorable, complétée par des karmas favorables. Là, c'est le top. Vous avez moins. Alors, à ce moment-là, c'est les enfers avec vraiment dans des conditions épouvantables, quoi. C'est une renaissance défavorable avec des karmas complémentaires complètement défavorables aussi. Donc tout ça, c'est donc le karma introducteur. Quand on parle de karma propulseur ou introducteur, c'est ce qui nous introduit dans l'existence suivante. Mais après, il peut y avoir des aménagements en fonction de vos prédispositions et de vos tendances. Bon, on va faire une petite pause peut-être maintenant, et on reviendra sur ce, si vous voulez. Hein, on pourra revenir si vous avez des questions là-dessus. Sinon, on passera à la suite. C'est intéressant d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. C'est pas évident à comprendre si c'est la première fois qu'on le voit. Même à expliquer, c'est pas toujours évident. Parce qu'il y a des nuances un peu subtiles qui sont pas toujours bien comprises, de ma part en tout cas. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, notez-les et puis on va en discuter. Ça peut être intéressant d'avoir des discussions là-dessus. Mais bon, je vous avoue que je ne sais pas tout, loin de là, et je ne vois pas tout. Je ne comprends pas tout non plus. Ouais. Donc, à tout à l'heure, on se retrouve à quelle heure ? À 16h10 16h10.